La Serie A n'est peut-être pas le meilleur championnat du monde, mais en termes de suspense, il n'est actuellement second à aucun autre. Après 15 journées, les 5 premières équipes du classement se tiennent en 4 points et personne ne semble vouloir céder. Passionnante, surprenante, cette lutte pour le titre à plusieurs semble bien partie pour durer un petit moment et sincèrement, on ne va pas bouder notre plaisir. Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un tour d'horizon complet de l'actualité de la Serie A. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Contou. Salut Théo. Ciao Gilbo, salut tout le monde. Alors Théo, on a passé un week-end riche en émotions, encore une fois, hein, avec deux chocs, hein, celui entre l'Atalanta et le Milan et celui entre le Napoli et la Lazio. Et cette lutte pour le titre, comme une belle série, bah, elle est de plus en plus allétante, journée après journée, épisode après épisode. Et là, donc, après 15 journées, donc, on se retrouve avec ces 5 clubs qui se tiennent en 4 points. L'Atalanta à 34, le Napoli à 32, Inter, Fiorentina et Lazio à 31, sachant que le match entre la Fiorentina et l'Inter n'a pas eu lieu. Toi, du coup, tu penses que c'est parti pour durer? Il y a quelqu'un d'autre qui va céder rapidement, quelqu'un qui va peut-être s'échapper devant, ou on est parti pour un des plus beaux championnats des 20-30 dernières années? Ça a été un grand round d'observation, hein, ce mois de décembre et même le mois de novembre était aussi sur cette trajectoire-là. C'est vrai que la physionomie des deux affiches ce week-end, elle laisse encore beaucoup de place, hein. C'est des rencontres dont le dénouement a été assez tardif. Alors il n'est pas arrivé pour les mêmes raisons. Milan a fait preuve d'un peu trop de passivité dans les derniers instants du jeu, alors que Naples a fini par craquer sans avoir vraiment su imposer son jeu face à la Lazio. Bon, la finalité de tout ça, c'est qu'il y a un vainqueur et un grand perdant dans respectivement ces deux chocs. On n'a plus le même leader à l'issue de cette 15e journée. C'est assez particulier. C'est vrai que ce match en retard de la Fiorentina et de l'Inter laisse encore des semblants de cartouches, mais c'est particulier. Peut-être que l'Atalanta, sur la dynamique actuelle, peut espérer rester encore au top, mais ça reviendrait à discuter, à imaginer le plan qu'on avait un peu dessiné il y a quelques semaines de cela, qui est de voir l'Atalanta au sommet de l'Italie, chose qu'elle n'a jamais encore fait de son histoire. Et là, on sera sur une vraie première, parce que ce Napoli qui allait chercher le Scudetto il y a 2 ans, on avait vu les prémices de quelque chose de potentiellement grand. Sinon, il reste entre les clubs du Nord depuis des dizaines et des dizaines d'années. Là, Bergame, qui est aussi un club du Nord de l'Italie, mais qui viendrait, lui, bousculer un peu cette hiérarchie-là. Ça, ce serait une première, mais dans tous les cas, l'issue est extrêmement incertaine. Et je pense que, comme tu le disais très justement dans ton introduction, c'est ça qui fait vraiment le charme de cette série A cette année, finalement. Ouais, très clairement. Et je te propose qu'on fasse un petit tour, on va dire, donc des 5 prétendants rapides. L'Atalanta contre le Milan, j'ai trouvé qu'elle, à la différence des saisons passées, elle s'est comportée comme une grande équipe. Elle a su attendre, on va dire, dans les rares temps forts du Milan et se mettre en position d'attente. Elle a su dominer patiemment le reste du temps et au final, elle gagne le match à la dernière minute. Euh, cette sagesse, parce que je pense que c'est de la sagesse, avant les équipes de Gasperini, elles partaient un peu à la baïonnette et puis bah, ça marchait de temps en temps, puis des fois ils se prenaient quelques raclées, surtout contre des grosses équipes. Et là, au contraire, elle a gagné comme une grande équipe et c'est ce qui me fait vraiment penser et redire encore une fois que c'est peut-être la grande favorite pour le Scudetto. Bah, la fin de ce match m'a fait beaucoup penser à celle entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain lors du Final 8 en Ligue des Champions, où de la même manière la DA était devant et dominée, mais comme tu l'as très justement souligné, son inexpérience elle les avait fait craquer avec des buts de Choupo-Moting et Marquinhos en toute fin de rencontre. Ce vendredi soir, ça a été l'exact inverse. C'est une Atalanta en maîtrise, un petit peu en dilettante sur certains comptes de l'AC Milan et sur certains enchaînements entre Théo Hernandez, Leao ou Morata. Mais dans l'ensemble, le but libérateur de Lookman intervient au terme d'un match où l'Atalanta méritait de repartir avec les 3 points de chez elle. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce changement-là. C'est la seule équipe du top 5 à avoir gagné ses 5 derniers matchs et sa série de victoires est même encore un peu plus large. Il y a la Fiorentina qui pourra peut-être continuer sur cette lancée si elle parvient à faire tomber l'Inter, mais pour l'instant, la meilleure série, elle est pour l'Atalanta. Et c'est vrai que c'est assez fort quand même de les voir là. C'est une première place qu'ils prennent et qui est absolument méritée. Et ils vont avoir peut-être cette possibilité d'encore plus asseoir un peu cette domination-là sur la fin décembre, avec dès la semaine prochaine un déplacement face à Cagliari,
qui leur laisse un peu plus de marge, peut-être que d'autres équipes du top 5 qui, elles, repartent sur du lourd. Il y a un changement de mentalité, il y a un changement de cap. Le plus choquant quand même hier restant le fait que Matteo Retegui n'a joué que 15 minutes. Il est rentré à la 76e et le travail aura déjà été fait avant son entrée. Il aurait peut-être pu mettre le 3-1, mais hormis ça, Lookman et De Ketelaere avaient déjà assuré le gros du gros. Donc c'est assez impressionnant. Ça peut que pour le coup forcer à l'admiration et au respect ce changement de mentalité surtout du 11 de Gasperini. Oui, et il y a la Ligue des Champions cette semaine et l'Atalanta, on va dire, va jouer le top du top, on va dire, par palmarès et tout, même si actuellement ils sont pas les plus en forme. Il y a ce match contre le Real Madrid qui se profile, donc ce duel Gasperini-Ancelotti, et le favori n'est peut-être pas celui qu'on croit. C'est vrai que ouais, ils vont aller là-bas. La Juve va aller face à City. C'est deux grandes affiches entre des clubs européens et italiens. Et c'est assez inattendu de se dire qu'à la mi-décembre, c'est l'Atalanta qui est en bien meilleure posture pour affronter le Real Madrid, plutôt que la Juve ne l'est pour affronter City. Ça reste deux équipes qui sont dans le top 10 cette saison en Ligue des Champions, donc bien parti. Il va falloir espérer que ça reste comme ça. Et peut-être une surprise hein, pour l'Atalanta. On en avait parlé déjà il y a quelques temps, mais entre le match de 2020 où pour le coup ils avaient vraiment été trop justes et je me souviens d'un gros match de Benzema et de Vinicius face à l'Atalanta, si je dis pas de bêtises. Là, la donne sera différente, je pense. Alors peut-être un exploit de plus pour les hommes de Gasperini sur ce début de saison face au grand Real Madrid. Ouais, en tout cas, ça fait saliver ce choc. À côté de l'Atalanta, il y a les autres Nerazzurri de Lombardie, l'Inter. Je te donne juste une stat hein, avant qu'on parle un tout petit peu de l'Inter. Depuis la finale de Ligue des Champions perdue contre Manchester City, en 68 matchs, l'Inter n'en a perdu que 5. Ça montre quand même la force de cette équipe, sa solidité, sa puissance. Moi, contre Parme, j'ai vu une équipe qui a dominé son sujet en long, large et en travers, alors que Parme, la semaine dernière, avait quand même battu la Lazio. Et tout ça avec un Lautaro Martinez qui tourne pas comme il devrait tourner, quoi. Est-ce que l'Inter, au final, ça reste quand même l'équipe la plus forte de ce championnat et elle, tel un prédateur, elle reste encore un tout petit peu cachée. Elle attend vraiment le moment décisif pour passer devant tout le monde. Il y a une forme de stabilité qui est assez impressionnante et qui fait peur même parfois à l'Inter. Là, elle s'impose face à Parme avec un début de Di Marco et de Barella qui sont énormes. Barella, il a la finition d'un attaquant sur le but qu'il met face à Suzuki-Gion et Di Marco, il est au bon endroit au bon moment. Donc même sans à Lautaro Martinez, qui était quand même 50% de la recette de l'attaque de l'Inter la saison passée, il continue d'être là, il continue d'être le plus présent. C'est vrai que c'est l'équipe la plus régulière sur le papier. Maintenant, il y a l'AC Milan qui a battu l'Inter en ce début de saison, ce derby qui a sauvé la tête de Fonseca et un peu bousculé les fondations de cet Inter, pourtant très solide. Ils restent toujours dans la course au classement, hein. S'ils gagnent leur match face à la Fiorentina, ils passeraient devant Naples et reviendraient à égalité de points avec l'Atalanta. Donc, il est évident que cette équipe-là n'est pas à jeter dans cette course au Scudetto, mais elle est tellement là qu'on en oublie parfois qu'elle fait partie intégrante de ce top 5, de ce top 3 et parfois même très souvent de ce top 1 du championnat d'Italie sur les dernières saisons. Le match face à Parme était quand même une belle piqûre de rappel il y a quelques jours de cela parce que moi, rien que le but de Barella, la déviation de l'épaule de Lautaro Martinez et la finition de Barella, il faut s'asseoir, prendre des notes et regarder, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc c'est assez impressionnant, ils sont aussi très réguliers en Ligue des Champions cette saison, donc ils méritent d'être dans ce top 3-là. Ils peuvent même aller encore reprendre cette première place dans quelques jours. Donc, c'est assez impressionnant pour le coup. Ouais, non, non, puis un super match de Mkhitaryan, moi j'ai trouvé, il a Aussi, été oui. dans le coup sur chaque action. Et un Thuram qui est déjà à 10 buts en 14 matchs et qui est en train en quelque sorte de devenir le buteur de l'Inter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans l'histoire, il n'y a eu que 3 fois par le passé où une équipe est arrivée à avoir 2 capocannonieri sur 2 saisons consécutives, mais avec des joueurs différents. C'était 2 fois le Torino, une fois à l'époque du Grande Torino, une fois avec le duo les Gemelli del Gol, Pulici, Graziani, et une fois c'était l'Udinese dans les années 90 avec Birov et Amoroso. Donc ce serait quand même un bel exploit si Thuram arrive à la fin de la saison à être capocannoniere. C'est vrai que les capots des dernières saisons, c'était des noms. On a eu tout. On a eu Chiro avec la Lazio qui était au-dessus dans les chiffres, mais qui avait une Lazio parfois un peu en dilettante qui était en difficulté pour accrocher le top 3. On a eu Ronaldo, on a eu Higuain, on a eu Quagliarella aussi, une de belles surprises.
peut-être ce serait quand même un très très beau coup de maître hein, pour l'Inter, même si on prend un peu de recul sur la trajectoire de leurs deux attaquants, entre un attaquant sud-américain pris au Racing qui aura eu toute l'acclimatation nécessaire pour devenir petit à petit un espoir jusqu'au capitaine de l'Inter, et de l'autre côté un recrutement à coût très faible avec un buteur qu'on trouvait déjà convaincant à Gladbach, qu'il l'était déjà en Ligue 1 et en Ligue 2, mais qui aura vraiment franchi un cap en club. Ce sera assez unique. Maintenant, la lutte cette année, elle est toujours aussi particulière. Retegui semble, à mon sens, le concurrent le plus intéressant et le plus régulier à Marcus Thuram sur ce début de saison-là. On n'est pas à l'abri non plus qu'un autre joueur arrive à troubler cette concurrence-là, mais entre un Boulaye Dia qui s'est blessé peut-être à un mauvais moment, un Pulisic qui sera plus là jusqu'à la fin de l'année au moins après s'être blessé ce week-end, Kvaratskhelia qui est aussi sur courant alternatif, je pense que ça va jouer entre ces deux-là pour le titre de Capocannoniere cette saison. Ouais, c'est bien parti en tout cas. Il y a un autre qui marque des buts, c'est Moïse Kean à la Fiorentina. Et cette Fiorentina, donc contre Cagliari, moi je l'ai trouvé un petit peu émoussé. Alors il y avait le match de coupe contre Empoli, ils ont vécu une semaine très particulière. Petite victoire, mais victoire quand même, c'est la huitième d'affilée pour une équipe qui ne prend quasiment plus de buts, hein, parce qu'elle en a pris que 10 sur la saison et seulement 3 depuis la sixième journée de quand Palladino a fait son changement tactique et est revenu à une défense à 4. Euh, Moi, ce que je voulais voir de toi, c'est est-ce que ce qui est arrivé à Beauvais, au final, ça va pas donner un supplément d'âme à cette équipe? Parce que ça a toujours été une équipe qui a un peu vécu, on va dire, dans les... C'est une ville qui vit beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans ces choses-là. Et là, est-ce que c'est pas ce petit supplément d'âme en plus qui pourrait leur permettre, peut-être pas d'aller chercher le titre, mais au moins une place en Ligue des Champions? Bah, c'est un vrai tournant, hein. Beauvais, en plus, on l'a appris il y a quelques jours de cela, mais il rejouera plus avec la Fiorentina puisqu'il a eu Mm. son implantation sous-cutanée du défibrillateur comme Christian Eriksen. Et l'Italie fait partie de ces championnats qui ne l'autorisent pas pour un joueur professionnel en Serie A. Donc, va y avoir une résiliation de contrat, d'abord avec la AS Roma et puis ensuite avec ce prêt avec la Fiorentina. On a vu le but de Cataldi justement face à Cagliari ce week-end qui lui était dédié. C'est très particulier hein, comme tournure de saison pour la Fiorentina qui elle a pris 10 buts comme le Napoli et la Juve, mais à la différence des deux autres, c'est peut-être l'équipe du top 6 qui est la plus spectaculaire en termes de jeu. On a vu ses limites, on a vu là ce match ce week-end, cette semaine pardon, face à Empoli. On s'est vraiment dit que sur une rotation peut-être un peu plus large, ou face à une équipe qui joue vraiment en n'ayant rien à perdre, puisque c'était littéralement le cas d'Empoli, on pouvait voir une Fio un peu plus en difficulté. Elle n'est pas dominatrice de manière incontestable en Conference League cette saison. Elle est dans le train pour aller accéder à Stop 8, mais elle n'est pas forcément de manière, on va dire, impossible à éviter, comme peut l'être Chelsea par exemple. Donc, c'est vrai qu'on se questionne un peu, est-ce que c'est une Fiorentina qui va être capable de jouer sur tous les tableaux? C'est vrai que pour les autres clubs du Nord, comme il y a cette habitude d'enchaîner les compétitions européennes et de jouer sur le podium de la Serie A, c'est des choses qui sont un peu plus acquises, un peu plus innées. Pour une équipe comme la Fiorentina qui se découvre des nouveaux cadres et des nouveaux leaders, il va falloir que certains joueurs prennent des responsabilités encore plus grosses que les dernières saisons. Je pense à des joueurs qui ont connu un peu l'Europe avec la Fiorentina, comme Sottil à gauche, Dodo face à Cagliari, qui était très nerveux quand même pour un match face à Cagliari, où on est censé montrer un petit peu l'exemple. Et puis il y a des joueurs comme Beltrán, comme Iconé, qui font partie de cette rotation assez importante à la Fio, qui doivent être performants tous les 3 jours, ce qui est quand même une prouesse très difficile à relever. C'est à peu près tout le défi qui repose sur les épaules de la Fiorentina cette saison. Moi, j'ai quand même cette impression que ils vont devoir être face à un choix dans quelques temps. J'espère me tromper, mais si on arrive à avoir cette Fiorentina-là capable de jouer sur les deux tableaux toute la saison, ce serait magnifique pour le spectacle. Ça, c'est une certitude pour le coup. Ouais, mais en tout cas, ils sont à 8 victoires d'affilée, vu qu'il y a le match contre l'Inter qui s'est pas joué. Et ça faisait depuis la saison 1959-1960 que la Fiorentina n'arrivait pas à aligner 8 victoires d'affilée. Donc c'est quand même pas rien. Le grand perdant du week-end parmi les 5, bon, très clairement, c'est le Napoli, hein, qui perd ce match contre la Lazio à domicile. Deuxième défaite à domicile après l'Atalanta, donc c'est la Lazio. Donc il perd un peu les gros chocs contre des équipes du haut du tableau. Conte avait quand même prévenu hein, en disant attention, Molo avec le Napoli champion d'Italie, je suis arrivé avec une équipe qui était au milieu de tableau, ça fait que 5 mois que je suis là. Il a encore recalmé un petit peu tout le monde là après cette défaite en disant malgré tout qu'ils ont plutôt bien joué. Ils auraient pu en effet peut-être accrocher le nul, hein, très clairement. Mais
Napoli, du coup, c'est quand même un petit peu des hauts et des bas et il n'a pas encore réussi à stabiliser complètement le truc, quoi. Naples, c'est particulier, hein. C'est vrai que pour le coup, la dynamique qu'on a cette saison, on est très vite arrivé sur une équipe aux victoires poussives. Et ça, c'est quand même la grande spéciale d'Antonio Conte sur ces dernières saisons, qu'il soit en France, en Italie ou ailleurs. Et donc, bah là, on se retrouve dans une configuration où on se dit, est-ce que le Napoli va être capable d'aller chercher ses victoires 1-0, 2 buts à 1, ces matchs nuls à l'étriquer toute une saison et que ce sera suffisant pour être champion? Ou si, comme on l'a vu pour le coup face à la Lazio ce dimanche, ça passera pas des fois et ça passera par des épisodes un peu plus difficiles. C'est une interrogation. On parle d'une équipe qui a fini à peine dans la première partie de tableau la saison dernière, qui a pas de compétition européenne à se soucier, qui est déjà aussi éliminée de Coppa Italia. Donc elle a retrouvé une deuxième fois la Lazio dans la même semaine. Elle n'a pas pris un triplé de Noslin cette fois-ci, mais elle a quand même perdu. Donc c'est deux défaites notables. Et puis c'est surtout, au-delà d'avoir un grand perdant, on y voit quand même un grand gagnant. Je pense que cette Lazio, c'est une victoire à mettre à son actif, surtout avec un Gustav Isaksen, son premier but de cette saison. Il en avait mis que trois la saison dernière. C'est un joueur qui arrive de Midtjylland avec cette réputation de pouvoir un peu bousculer ce top 5 de Serie A, des ailiers scandinaves prometteurs, il y en a eu plein. Moi, je pense à Skov Olsen du côté de Bologne, qui faisait aussi partie de cette génération qui aurait pu réussir en Serie A. Donc, c'est intéressant de les voir ces Laziale. Je regardais quelques chiffres aussi avant. C'est le 17e but qu'ils mettent dans les 30 dernières minutes de jeu, la Lazio, cette saison. C'est plus de la moitié de leur but et c'est surtout le meilleur ratio qu'a une équipe de Serie A. Et c'est vraiment à l'image de la rencontre hier parce que tu le disais très justement, on aurait pu repartir avec un point de chaque côté pour le Napoli et la Lazio. Le 0-0 aurait été triste pour une affiche du dimanche soir, mais pas non plus invraisemblable. Et ce but-là, sur une belle contre-attaque, un dribble réussi d'Ixasen face à Oliveira, il permet à la Lazio de se conforter un peu plus sa place dans le top 5 et puis de faire chuter le Napoli de son trône de leader qui n'avait plus quitté depuis 9 journées. Et une victoire face à Monza. Donc, c'est une bonne chose de remettre un peu en question ce top 5-là. Et puis c'est surtout la défaite de trop pour Naples, hein, qui avait déjà pris une première leçon de foot face à l'Atalanta il y a quelques semaines de cela. Et perdre deux matchs de suite en 2 mois quand on veut jouer le Scudetto, ça pardonne pas. Et voilà, c'est la seule équipe qui a perdu deux de ses 5 derniers matchs dans ce top 5. Et malheureusement, ça leur a pas suffi ce week-end pour rester leader. Ouais, non, non, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, voilà, la Lazio, grand vainqueur, on va dire, du week-end dans l'absolu, parce qu'il tape quand même un grand coup. C'est une équipe qui sait souffrir, hein, comme tu l'as dit. Elle marque beaucoup en fin de match. C'est l'équipe qui a le plus de victoires par un but d'écart en Serie A. Et particularité, on va dire, au-delà, on va dire, de Baroni, qui, encore une fois, a fait les bons changements au bon moment, parce que Noslin, après avoir mis les 3 buts en Coupe d'Italie, là, il rentre sur 15 minutes mais il te change complètement l'inertie du match sur la fin. C'est aussi une équipe qui, là, maintenant, commence à ne plus prendre de but parce que ça fait 3 clean sheets sur les 4 dernières rencontres. Donc, elle se stabilise en défense et tu as un garçon comme Guendouzi qui prend au milieu de terrain une place de plus en plus importante. C'est vrai que c'est quand même l'inconnu majeur, hein. La Lazio, par rapport à toutes les autres équipes, sur l'aspect défensif, tout du moins. La Juve, ça va être la marque de fabrique cette saison de pas beaucoup marquer, mais de pas beaucoup en prendre non plus. L'Atalanta, c'est très solide. Le Napoli, ça a pris que 10 buts depuis le début de saison. La Fiorentina, il y a des jeunes qui sortent. Et puis l'Inter, c'est la référence. Alors que la Lazio, tu regardes sur le papier, tu vois Gila, Patric et Romagnoli. Tu te dis pas qu'on est sur une charnière qui va gagner un mondial en 82 à la Bergomi, quoi. Donc, c'est particulier. Et pourtant, il y a cette sérénité qui se dégage par moment. Ça reste une défense très portée vers l'attaque, aussi paradoxal soit-il. Il suffit de regarder les percées de Nuno Tavares hier et puis l'entrée de Lazzari en toute fin de match qui jouait quasiment que pour l'attaque aussi. Si cette forme-là arrive à se poursuivre, ce serait une belle chose et puis ce serait ouais, un vrai dépassement de fonction parce que Romagnoli arrive en fin de contrat à l'AC Milan avec ce choix du cœur d'arriver à la Lazio même s'il avait démarré à la Roma puisque c'est le vrai club qui supporte la Lazio. Pour Gila et Patrick, on n'est pas sur la même carrure et le même type de joueur sur le profil, sur le papier. À voir. C'est vrai que c'est une solidité qui, à mon sens, passe beaucoup plus par le double pivot Guendouzi-Rovella plutôt que par l'assise défensive. Mais ça permet quand même à cette Lazio de pas prendre de but. Et puis surtout, il y avait pas Rovella ce week-end qui a pris un jaune un peu évitable la semaine passée. Donc, il y a quand même des infos rassurantes pour cette Lazio ce week-end.
Ouais, non, c'est une évidence. Et puis cet été, on a beaucoup parlé, tout le monde, enfin, excuse-moi du terme, nous a bassiné avec Fonseca, Thiago Motta, Conte. Mais au final, celui qui réussit dans l'absolu avec les moyens qu'il a, le meilleur début de saison sur le banc, c'est quand même Marco Baroni, hein, qui fait Je pense vraiment un que super travail. ça se bat peut-être avec Palladino. Sur les Mm. moyens, c'est à peu près le même profil. C'est soit des transferts de la Serie A à la Serie A, quelque chose qui est quand même suffisamment rare pour être mis en avant dans ce championnat-là. Les recrutements de Ciauna et de Noslin sont des très bonnes choses. C'est des joueurs qui attendaient que d'évoluer et de les voir rester en Italie. C'est évidemment une belle nouvelle. La Fiorentina a eu la même stratégie en prenant soit des anciens du championnat italien, soit en se faisant prêter des jeunes pousses. Donc, ces deux stratégies on va dire osé, assez tenté, parce que quand on voit l'Inter ou l'AC Milan qui peine à faire installer des Italiens dans son 11, on se dit que la Fiorentina et la Lazio a pas du tout la même manière de voir les choses. Et de les voir devant la Juve, l'AC Milan et à égalité de points avec l'Inter, ça reste un beau pied de nez, c'est vrai, un mercato estival où on a lancé beaucoup de grands noms et pas forcément grand-chose 3 mois après. Ouais. Alors après ce focus, on va dire, sur les 5 premiers du classement, il y a une chose, on va dire, qui nous étonne. Sur les 5 noms qu'on a fait, il y a 2 clubs qui n'y sont pas, le Milan et la Juve. Peut-être qu'ils vont y revenir, hein, on ne sait pas, la saison reste encore longue. Sur ces 2 clubs, moi je voudrais avoir, comme ça, on va dire, de but en blanc, j'ai 2 questions. La première, elle concerne le Milan, je sais que c'est ton club de cœur. Tu en as aussi un petit peu parlé sur Calcio Théo. Est-ce qu'il y a un cas Théo Hernandez à Milan? C'est une question assez épineuse. C'est un garçon qui a le brassard de manière assez incontestable depuis un peu plus d'1 an maintenant. L'AC Milan faisant foi avec cette règle de t'es l'ancien, le plus ancien sur le terrain à démarrer, tu es donc celui qui démarre avec le brassard. C'est pas forcément quelque chose qui lui réussit. Il est vraiment sur courant alternatif depuis plusieurs saisons. Il a été le joueur le moins bien noté par la Gazzetta à l'issue de la rencontre entre l'Atalanta et l'AC Milan. Et c'est assez spécial de le voir dans cette posture-là où il est jamais réellement impliqué à fond dans ses rencontres, souvent pas loin de dégoupiller. Et donc on se retrouve avec un joueur où il est à l'origine de l'égalisation, où il lance Léao qui ensuite trouve Morata. Il est absent sur le marquage du 2-1 en ne prenant pas Kolasinac et en le regardant dévier sa tête pour Lookman. Il est complètement absorbé au duel aérien face à Charles de Ketelaere, dont la qualité première est pas celle de sauter sur des coups francs ou des corners. Et il est même à 2 doigts de permettre à Retegui de mettre le 3-1, comme on le disait en début d'émission, en essayant de jouer dos au but avec Brescianini et Retegui qui le pressent, et en étant mené déjà 2-1 à ce moment-là de la rencontre. Donc il y a beaucoup de choix risqués, beaucoup d'incompréhension autour de ce joueur, qui est, on le sait, de plus en plus attentif aux rumeurs de départ. On a entendu Manchester United, on a entendu le Real, on a entendu pas mal de grands clubs. C'est un joueur qui avait été grandement motivé par l'idée de rester dans le club sous le règne, entre quelque sorte, de Paolo Maldini, qui était revenu avec ce rôle ultra symbolique là. On sait que Maignan, Leao et lui ont été très touchés par le départ de l'ancien défenseur de la direction de l'AC Milan. Est-ce que c'est quelque chose qui vient expliquer ses performances? Peut-être. La finalité de tout ça, c'est que c'est un capitaine qui est loin d'être incontestable aujourd'hui à l'AC Milan, mais qui l'est encore via cette tradition. Et c'est un joueur qui coûte des points à l'AC Milan cette saison et qu'on aura coûté deux à l'AC Milan face à l'Atalanta ce week-end. Ça, c'est une certitude. Ouais, et j'ai un petit questionnement, mais en fait, sur le fait qu'on va dire, c'est peut-être un des seuls joueurs au Milan qui n'a pas vraiment de concurrence. En fait, il est tout seul sur ce flanc gauche parce que Jiménez est trop jeune, Terracciano me semble trop tendre, Florenzi est blessé, Calabria adapté à gauche, déjà qu'il n'arrive pas à s'imposer contre Emerson à droite, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il faudrait pas, peut-être pour le Milan, acheter un joueur au mois de janvier, lui mettre un peu de concurrence dans les pattes, peut-être pour le booster un petit peu, je sais pas. C'est très particulier. Cette notion-là de la concurrence, on a vraiment l'impression qu'elle n'est pas imposée par l'AC Milan. Calabria, qui était le capitaine lorsqu'il était présent cette saison, et puis surtout la saison dernière, on lui a mis Emerson à 15 millions d'euros dans les pattes. Cette saison, l'AC Milan a acheté Jiménez au Real Madrid et il est titulaire quasiment tous les week-ends avec le Milan Futuro. Il avait fait des apparitions très convaincantes en équipe première la saison passée et il ne joue pas cette saison. C'est même Davide Bardesaghi qui rentre parfois en toute fin de match. Donc il n'est pas du tout inquiété à ce poste-là. C'est une grande interrogation, surtout avec Jiménez. Je pense que l'idée d'acheter un autre joueur quand on a ce qui se fait sur le papier peut-être de mieux à ce poste-là,
c'est toujours un peu plus difficile à comprendre. Calabria pour Emerson, la concurrence semblait un peu plus loyale et compréhensible. Mais de ne même pas faire chercher à monter un jeune du club, ça c'est très difficile à comprendre. Terracciano, qui est pas un latéral gauche de métier, d'autant plus, a souvent été mis à ce poste-là et aura jamais apporté de résultats probants. Mais Jiménez, c'est une grande déception, oui. Donc peut-être que c'est un accord passé avec l'AC Milan et Milan Forturo pour qu'il joue, puisque pour le coup, sur tous les joueurs qui ont signé pro ou qui ont connu la Serie A avec l'AC Milan l'an passé, Jiménez est l'un de ceux qui est le plus régulièrement titulaire avec le Milan Futuro en Série C, puisque Zeroli, Camarda, Liberali ou d'autres ont un temps de jeu un peu plus fluctuant. L'Espagnol est quasiment tous les week-ends sur les pelouses de la troisième division italienne. Peut-être que c'est un facteur qui vient l'expliquer. La finalité de tout ça reste la même. Tu le disais il y a quelques instants. Théo Hernandez n'a pas de concurrence. Et du coup, c'est vrai qu'on enchaîne très souvent avec des prestations d'un Théo Hernandez quasiment cramé sur le terrain. Et la saison dernière, c'était déjà le gros dilemme où Stefano Pioli ne faisait jouer Florenzi qu'en cas de dernier recours à gauche. Et c'était avec des choses peu probantes, mais c'était tout le temps quasiment pour faire souffler un Théo Hernandez à bout de souffle. Ouais, en tout cas, on va bien voir ce qui va se passer, puis voir si à la fin de la saison, il part ou pas. Du côté de la Juve, et donc, la Juve de Thiago Motta, elle a 7 points de retard sur l'Atalanta, elle en a 4 sur la place qui vaut la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Elle est atteinte d'un mal qui arrive tous les ans un petit peu à une équipe en Italie qu'on appelle la Paregite, et donc on est déjà 9 là cette saison. Mais ce qui est le plus surprenant avec la Juve de Thiago Motta, je trouve que là, on a quand même des petites défaillances dans le jeu. Alors autant au début, c'était une mise en place, on voyait quand même que c'était pas mal, mais là, le jeu est un peu défaillant. Certains gros joueurs, ils sont plus au niveau. Je pense à Vlahovic qui arrive plus a marqué. Kopp Miners, ok, il a marqué contre Bologne, mais il n'est pas encore complètement intégré. Fagioli, c'est en train de devenir un cas aussi, hein. On en parlera peut-être dans une autre émission. Et puis, il y a eu cette expulsion, donc ce petit geste d'agacement d'un Thiago Motta qui n'est pas vraiment habitué à ça. Est-ce que toi, tu sens qu'il est un petit peu en train de perdre, je vais pas dire le fil, mais que c'est plus difficile de ce qu'on aurait pu penser? Sur le papier, c'est difficile pour la Juve d'en être là où elle est actuellement. Elle a fait autant de matchs nuls que la Fiorentina et l'Inter ont gagné de matchs, ce qui est quand même assez probant comme stat. Ils ont perdu beaucoup de leurs joueurs cadres sur ce début de saison. C'est quand même malheureusement quelque chose à mettre à leur Ouais, actif. c'est vrai. Le départ de Bremer vient bousculer une hiérarchie où Danilo retrouve un rôle qu'il aurait, je pense, jamais retrouvé si le Brésilien ne s'était pas blessé, c'est-à-dire celui d'être capitaine et quasiment tout le temps titulaire. C'était un des soldats d'Allegri. Il était très probablement parti pour être sur le banc avec Mota. Et puis derrière, il y a la promesse Cabal qui, elle aussi, se blesse gravement au genou dans la dernière trêve internationale. Donc déjà, le chantier défensif que Mota veut mettre en place, on revient au basique de la saison dernière. Et heureusement que numériquement parlant, il y a Kalou qui vient se rajouter, parce que l'ancien de l'AC Milan, du coup, est titulaire dans l'axe avec Gatti. Et puis autour, ça tourne. La Cambiasso s'est blessé, donc cet aspect un peu technique de la défense disparaît, et on retourne dans une défense rugueuse au sens littéral et propre du terme, avec des joueurs comme Savona, des joueurs comme Danilo, qui n'ont pas cette capacité comme d'autres latéraux de Serie A ont d'apporter offensivement. Savona peut-être un peu plus, mais ça reste assez limité. Et puis il y a des choix aussi qui sont étonnants. Un Koop Meiners qui est très haut sur le terrain, chose qu'il n'avait pas à l'Atalanta, où même si quand il évoluait un cran plus haut dans ce 3-5-2, il était toujours très bien entouré. Alors on lui donne la responsabilité d'un numéro 10. Ça semble pas être ses prédispositions et ses qualités techniques. Et puis, il y a Vlahovic qui est toujours un peu en dilettante aussi, parfois blessé, parfois indisponible, qui fait que il passe un match quasiment esselé sur le front de l'attaque hein, face à Bologne à ce week-end. Il a la présence d'esprit d'être impliqué jusqu'à la dernière minute, et ça, je pense que c'est peut-être l'un des buteurs avec la plus grosse qualité d'abnégation en Serie A depuis plusieurs saisons, même si ça suffit pas, on le sait bien. Il permet à Bangula de marquer ce but égalisateur face à Bologne. Mais il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de joueur dont on connaît la capacité à être régulier toutes les semaines cette saison avec la Juve. C'est peut-être ce qui manque par rapport à d'autres joueurs, parce qu'on a vu des éclairs encourageants avec Yildiz, avec Timothy Weah, avec Kefren Turam, mais à la différence peut-être d'une Atalanta ou d'une Inter qui compte quasiment sur les mêmes hommes tous les week-ends, Mota est un peu plus en hésitation. Alors, c'est vrai que la comparaison est peut-être plus difficile à suivre et à assumer avec Allegri qui lui, pour le coup, avait les mêmes principes chaque week-end, et son cortomuso, il l'emmenait, on savait qu'il l'emmenait chaque week-end avec lui dans sa tombe pour gagner ou pour perdre.
Mota, on sent qu'il patauge un petit peu plus et qu'il teste. Il a envie cette envie, comme il l'avait déjà à la Spezia et à Bologne avant, de bousculer un peu ces codes du football moderne. Ça passe par des échecs, ça passe par des remises en question. Là, c'est leur quatrième match dessus, match nul de suite. Il faudra, je pense, faire autre chose qu'un match nul face à City parce que déjà, rien que dans la physionomie de la rencontre, je vois difficilement ce match entre deux mastodontes se finir sur un 0-0 cette semaine en Ligue des Champions. Et le pire serait quand même une défaite parce que ça questionnerait un peu cet équilibre de la Juve. Et là, on va quand même finir sur une note positive. Ils accueillent la Venezia le week-end prochain, les derniers de Serie A, qui ont un mal fou à sortir de la zone rouge. Peut-être que même s'il y a une avalanche de buts face à City, ils pourront se remettre en confiance à domicile face au dernier pour ensuite repartir de plus belle en 2025. Ouais, en tout cas, la situation, bah, elle commence à être un petit peu urgente du côté de la Juve, hein. C'est quand même le deuxième plus mauvais départ du club en termes de points sur les 14 dernières saisons. Et il y a eu les premiers sifflets, on va dire, contre la Juve de Mota C'est quand vrai, ils oui. étaient menés 2-0. La transition, du coup, elle est toute faite hein, de la Juve à Bologne, hein. Thiago Motta était passé de Bologne à la Juve et donc à la Juve, donc samedi, elle a joué contre Bologne, donc 2-2. Et dans cette équipe de Bologne, moi, il y a un joueur qui m'a qui me plaît depuis un petit moment, mais qui là est vraiment en train de sortir complètement du lot. Il a sorti une très grosse presta en Coupe d'Italie contre le Monza, et là, il a fait une passe exceptionnelle pour le but de Oui. Podegas, c'est Santi Castro. Le mini Lautaro Martinez, hein, qui est en train déjà d'affoler un petit peu pas mal de clubs, dont l'Inter. Est-ce que tu trouves que ce garçon a vraiment quelque chose de spécial? Est-ce qu'il peut venir déjà prendre définitivement la place de Zirkzee à Bologne ou est-ce que toi tu le vois après arriver en termes de potentiel? Bah, les Sud-Américains et la Serie A, c'est quand même une grande histoire d'amour, hein. Castro, il s'inscrit dans une liste qui est assez longue. Il a ce style-là du dégradé militaire, des cheveux en pique et du joueur très hargneux qu'on reconnaît très facilement. Il est très intéressant dans le jeu. C'est vrai que Bologne avait perdu, je trouve, au change avec la blessure de Cambiaghi très tôt cette saison. On s'est dit, leur élément offensif le plus fiable ne sera plus là et il arrive très bien à combler ce manque-là. Il était entouré assez difficilement hein, quand même sur ce début de saison. Endo, il a lancé très tardivement sa saison. Orsolini est pas non plus l'élément le plus régulier. Et puis Vincenzo Italiano fait des choix forts derrière lui. Aussi, je pense à un Lewis Ferguson qui était essentiel sous Mota la saison passée et qui a un temps de jeu un petit peu plus famélique. Mais il arrive quand même à porter cette équipe-là de Bologne quasiment à bout de bras. Ça aurait été une très belle perf de les voir gagner, on va pas se mentir, à Turin il y a quelques jours. Première équipe à battre potentiellement la Juve cette saison. Et puis ça serait venu récompenser aussi un début de saison qui est quand même encourageant. Ils seraient passés devant l'AC Milan. Au final, ils sont à égalité de points avec les Rossoneri. Ils laissent leur adversaire du soir toujours avec 5 points d'avance sur eux. Mais ça reste une équipe encourageante. C'est une équipe qui, on l'a vu, va être trop juste pour aller plus haut en Ligue des Champions cette saison parce que ils payent leur inexpérience et ont aussi eu un tirage avec du lourd. Mais peut-être d'aller chercher une nouvelle fois ce top 6, ce top 7, être de nouveau européen la saison passée, ça permettrait bah, de motiver des éléments comme Castro à rester à Bologne pour continuer de disputer une grande compétition avec le club bolognaise. Et puis ça permettrait à Vincenzo Italiano d'installer quelque chose d'un petit peu plus sur le long terme parce que c'est vrai que la question que tu poses, elle amène toujours à la même forme de réponse. Est-ce qu'un joueur comme Castro peut rester dans un club comme Bologne sur plusieurs saisons? Moi, j'aurais évidemment envie de le voir rester en Serie A parce que là, tout de suite, si on le met dans un des clubs du top 4, peut-être qu'il serait sur le banc. Quand on voit la régularité de Moiskin, de Thuram, ou si on va à Naples, de Lukaku ou d'autres, c'est pas forcément le premier nom auquel on pense pour remplacer tous ces mastodontes. Donc, peut-être qu'une nouvelle saison, la saison de la confirmation à Bologne, serait évidemment quelque chose d'important pour lui. Zirkzee, c'est ça qui lui avait permis de signer à United. Alors, avec la réussite qu'on lui connaît actuellement, mais il avait eu le mérite de rester des saisons à Bologne avant d'être transféré cet été. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à Bologne, qui est en train de faire un coup similaire à ceux qu'ils ont fait pour l'attaquant néerlandais, acheter un joueur à bas prix avec un bon potentiel, le faire grandir et le vendre derrière. J'espère en revanche pour Castro qu'il restera parce que c'est ce que je disais au départ de mon intervention, les buteurs sud-américains et la Serie A, c'est quand même une très très grande histoire d'amour. Et si lui peut en écrire une nouvelle, ce serait une belle chose de plus pour notre championnat finalement. Ouais, en tout cas, c'est vraiment un super profil et qui va sûrement affoler le mercato. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera celle d'après. En tout cas, on verra tout ça. Sur la partie basse du classement, alors c'est une équipe qui vit une situation très très compliquée là, actuellement. C'est les Las Véron hein, qui vient de prendre
un 4-1 assez sévère contre Empoli à domicile. C'est une équipe qui a perdu 11 de ses 15 matchs. C'est la seule équipe dans les 5 grands championnats européens qui a subi 3 fois 4 buts sur une mi-temps. Et là voilà donc en zone relégable. Là maintenant, au moment où on enregistre, Zanetti est toujours l'entraîneur, mais c'est pas dit qu'il va rester. On rappelle que la saison passée avec Baroni, Vérone avait fait un bon championnat. Et là donc c'est un peu la descente aux enfers. Est-ce que tu es inquiet toi pour les Gialloblu? Ah, c'est vrai que cette zone rouge-là, c'est une cour des miracles, là. On a une équipe de l'Hellas Vérone qui a pris 37 buts en 15 matchs. C'est terrible. On a Monza qui a gagné un seul match en 14 journées. Et puis, on a Venezia qui en a déjà pris 27 aussi. Le plus problématique avec les Las Véron étant que c'est l'équipe qui, sur le papier, avec ces trois-là, était peut-être celle capable le plus de jouer le milieu de tableau. C'est une équipe qui a des qualités à peu près toutes les lignes. On a un Montipò qui est habitué à jouer ce genre de saison difficile, des éléments offensifs plus ou moins fiables. Alors il y a des départs qui petit à petit, à chaque fois pour des équipes de ce profil-là, c'est le meilleur joueur qui part à chaque ligne pour aller dans un autre club. On pense à Ian derrière avec l'Atalanta. On a vu d'autres joueurs de ce style-là partir aussi. Et donc là, on se retrouve dans une configuration où on ne sait pas trop pour les Las Véron. Est-ce qu'ils vont céder leur place à Lecce ou à Como dans quelques temps ou est-ce qu'ils vont y retourner pour de bon dans cette série B? Je pense pas que le changement de coach sera quelque chose qui les sauvera. On va pas se mentir. Lecce l'a fait avec Giampaolo qui est arrivé en pompier de service à la dernière trêve en novembre passé. Ce sera pas des résultats probants, je pense aussi pour les Las Véron, parce que là, c'est vraiment une question d'effectif. Quand on voit peut-être cette année où ils sont peut-être la plus amoindrie sur les dernières saisons, donc c'est particulier. Mais les 37 buts pris sont quand même un signal assez alarmant. C'est vrai que le match face à l'Inter, il y a quelques semaines de cela, était assez alarmant. On avait une équipe qui jouait le hors-jeu à la ligne médiane. C'est quelque chose qu'on pratiquait. J'étais pas né quand ce football-là était de mise. Donc c'est une manière très particulière qu'ils ont d'aborder certaines rencontres. Là, face à Empoli, c'est des enchaînements d'erreurs individuelles et collectives. Et puis même face à des équipes où ils sont censés faire un peu plus la différence, ils s'inclinent. Je pense à ce duel qui ressemblait à un duel pour le maintien face à Cagliari, qu'ils ont aussi perdu sur une plus petite marge, 1-0, mais qui reste la même. C'est quatre défaites de suite là pour les Las Véran en ce moment, dont des défaites très lourdes. Donc il va falloir qu'ils se ressaisissent. C'est vrai ils avaient gagné face à l'AS Roma de manière un peu spectaculaire début novembre. C'est d'ailleurs la défaite qui avait emmené Juric faire ses valises, si je dis pas de bêtises. Il va falloir se ressaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le papier, la question mérite d'être soulignée parce que des trois relégables en Serie A à l'heure où on se parle à l'issue de cette 15e journée, c'est peut-être l'équipe à laquelle on s'attendait le moins qu'elle soit là, tant elle a l'habitude de jouer ce milieu de tableau-là en Serie A depuis quelques années maintenant. Ouais, en tout cas, c'est assez inquiétant. Il y a beaucoup de signaux négatifs et sûrement un mercato qui, cette fois-ci, a peut-être pas été réussi, même si l'attaquant Tengstedt, moi, je le trouve plutôt pas mal, mais pour le reste, Buteur c'est hein, vrai d'ailleurs qu'il y ce week-end, oui. ouais, il y a pas mal de paris qui, pour l'instant, sont perdus. Et dernier sujet, du coup, et c'est un sujet que moi je trouve très très sympa. En face, donc à Empoli, tu avais un certain Sebastiano Esposito qui met 2 buts. Hein, c'est son premier doublé en Serie A. Et quasiment à la même heure, quelques 300-400 kilomètres plus loin, à La Spezia, tu avais ses frangins, Salvatore et Pio, qui ont tous les deux aussi marqué dans le victoire 5-0 de La Spezia contre Cittadella. Et donc, on se retrouve avec une famille Esposito. Donc, le papa était à Vérone pour voir le match de Sebastiano, alors que la maman, elle, était à La Spezia pour voir les matchs de Salvatore et Pio. Et ils s'échangeaient des messages sur WhatsApp. Donc, 2 buts de Sebastiano, 2 buts et une passe décisive pour Salvatore et un but pour Pio Esposito. C'est la première fois qu'on voit trois frères inscrire au moins 5 buts sur une même journée comme ça dans le football italien. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment très très sympa. Ça peut être le début d'une belle dynastie pour le coup. C'est des profils assez complémentaires les uns des autres, tous des joueurs qui sont en équipe de jeunes avec l'Italie actuellement. Sebastiano Esposito est peut-être le joueur qui aura la plus grosse médiatisation à court terme parce que c'est un buteur qui commence à faire de plus en plus ses preuves dans les divisions inférieures. Là, il arrive dans une équipe d'Empoli qui joue largement autre chose que le maintien. La saison dernière, c'est un penalty d'Mbaye à la 37e ou 38e journée qui les empêche de descendre en série B. Ils ont commencé dans le top 5 avec Udine en début de saison.
un peu plus sombré par la suite. Là, avec leur victoire ce week-end, ils remontent dans la première partie de tableau. Ils sont neuvième à l'heure où on se parle. Donc, il y a plein de belles choses dans cette dynastie-là. Une belle histoire. C'est vrai que deux frères, on les connaît, ces histoires-là en Serie A. On peut penser aux frères Thuram actuellement. Mais on a connu ces histoires-là à bien d'autres égards dans le calcio. La 3 ce serait une belle chose. Forcément, on pense à l'attaquant de l'Empoli parce que comme je le disais, c'est celui qui a la situation la plus mise en avant actuellement. Mais c'est vrai que la Spezia n'était il n'y a pas si longtemps que ça en Serie A. Peut-être qu'on peut s'attendre à avoir trois frères dans un avenir proche en Serie A. Et ça, ce serait quand même une très belle chose parce qu'on sait que le football moderne est aussi fait de ces belles histoires. Et si elle peut être dans la Serie A, ce serait évidemment une bien belle chose. Ouais, en tout cas, ça en prend le chemin parce que la Spezia est en train de monter. Bon, enfin, la saison est longue en série B, mais en tout cas, ils sont en train de monter. Ils Et sont avec ouais, Sassuolo qui, avec à Sassuolo et défaut d'avoir Pisa. pris une leçon de foot face à l'AC Milan, est très très bien parti en Série B cette Ouais, saison. ouais, non, non, c'est clair. Et donc, Sebastiano et Pio appartiennent toujours à l'Inter, hein. Ils sont en prêt, alors que Salvatore, lui aussi, appartenait à l'Inter, mais lui a été cédé définitivement à la Spezia. Mais donc, ouais, ce serait sympa de les voir tous les trois en Serie A la saison prochaine. Théo, je te remercie de m'avoir accompagné sur ce long débrief du week-end de Serie A. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti. Merci à toi Gilbo et salut tout le monde, prenez soin de vous.